ce que ça vous inspire. Effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est pas la première fois. Non, en effet, c'est pas la première fois spécifiquement sur ce cas-là. Ce n'est également plus la première fois au niveau de la France, où on a de plus en plus, on voit de plus en plus ce phénomène que l'école n'est plus un sanctuaire à l'abri des évolutions de la société. Comme l'a dit très justement Yael, les agressions contre les personnes augmentent dans notre pays à un rythme, il y a une progression constante année après année depuis plusieurs années. Et ce qui se passe dans le monde des adultes a aussi des répercussions dans le monde des enfants et donc à l'école. Et c'est pour cela que notamment au Sénat avait été commandé d'abord un rapport, une mission d'information sur les agressions des personnels de l'enseignement secondaire dans les établissements français, et que à l'issue de cette mission d'information les conclusions avaient été transposées dans une proposition de loi qui était portée par le sénateur LR Laurent Lafon de mémoire, qui avait d'ailleurs été votée au Sénat et qui contenait plusieurs mesures pour justement enrayer les atteintes contre le corps enseignant dans les établissements scolaires, parce qu'il faut quand même rappeler que plus d'un enseignant sur deux s'auto-censure parce que justement il fait l'objet de menaces ou de pressions, y compris physiques, et que dans cette même mission d'information, il y avait le chiffre qui a toujours été marquant, que nous on avait repris dans un rapport, c'est que 900 enseignants à l'année 2021 avaient été agressés par une arme blanche ou matraque, etc., etc. 900, ça fait quand même 2 à 3 enseignants par jour en France. Et donc, face à cela, il y avait plusieurs propositions qui avaient été donc votées au Sénat. L'octroi de la protection fonctionnelle à l'endroit des enseignants, mais également un renforcement des sanctions contre les mineurs, parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes qu'on a sur la question des attaques au couteau dans les établissements scolaires, c'est qu'on se concentre sur l'objet. C'est-à-dire qu'on va, y a des attaques au couteau qui augmentent, on va vouloir créer des portiques de sécurité, comme l'a dit elle, c'est compliqué à mettre en place, etc. Or, ce n'est pas le couteau en lui-même le problème, même si c'est un véritable problème, c'est en réalité qui tient le couteau. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi s'atteler à une réponse judiciaire contre ce qu'on appelle justement sur la justice des mineurs, et donc renforcer par pas là, et d'être énervé d'avoir exclu, si on imagine qu'il a été exclu, c'est parce qu'il a fait, on imagine quelque chose, enfin, de ce rapport à l'autorité en fait. Exactement, en fait, c'est le sujet qui est central en fait dans notre pays aujourd'hui, un des sujets centraux, hein, c'est pas le seul, mais c'est comment aujourd'hui les personnes qui sont dépositaires de l'ordre public, qu'ils soient donc des magistrats, des enseignants, des policiers ou des gendarmes ou toute autre personne qui est dépositaire de l'ordre public, même des élus, puissent être respectés par une partie de la population. Tout à l'heure, vous parliez de chiffres qui ont augmenté, notamment sur la délinquance, c'est la question des refus d'obtempérer. Alors, c'est un sujet qui est différent de ce qui vient de se passer à l'école, mais ça dit quelque chose de la société. Un refus d'obtempérer, c'est quand vous, justement, niez le caractère justement, de dépositaire de l'ordre public à un policier. De la même façon, donc c'est-à-dire que le policier dit il faut vous arrêter, vous vous arrêtez pas. Et ces refus d'obtempérer sont en augmentation de plus 50% sur les 10 dernières années. Et bien de la même façon, à l'école, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui existe dans le monde des adultes se retrouve dans le monde des enfants, et bien vous avez de plus en plus de jeunes qui contestent l'autorité des enseignants. Et c'est pour cela que plus de 50% des enseignants ont du mal à s'auto-censurent lorsqu'ils délivrent du savoir. Et pourquoi cela? C'est parce que justement aujourd'hui, l'État, d'une certaine façon, a failli, c'est pour ça que certains appellent à un choc d'autorité, c'est que l'État a failli à protéger ceux qui, justement, garantissent et doivent garantir un service public. Il y a une question qui est posée sur un point de vue moyen, matériel, c'est-à-dire que quand vous prenez la comparaison qu'on prend, c'est quand vous prenez par rapport au budget de 1981, vous aviez en 1981 plus de 12% des ressources de l'État par rapport au PIB qui étaient allouées à ce qu'on appelle les dépenses de sécurité, les dépenses, la sphère régalienne. Aujourd'hui, vous avez moins de 5%. Donc quand, par exemple, l'éducation nationale réclame plus de moyens pour sécuriser les établissements scolaires, ce sont des moyens qu'on n'a plus depuis 40 ans parce qu'on a choisi d'autres investissements en termes de dépenses publiques. Et puis vous avez donc ça c'est le point matériel, et puis vous avez un point qui est immatériel, c'est qu'aujourd'hui effectivement vous avez de plus en plus de gens qui contestent l'autorité même d'une personne dépositaire de l'ordre public. Et c'est ça aujourd'hui, sur les deux volets sur lesquels il faut s'attaquer, matériel et immatériel. D'investissement, et donc on passe à côté de ces fragilités qui auraient peut-être pu être détectées par des psychologues scolaires. Ça passe aussi par ces moyens-là. C'est vrai qu'on a un problème aujourd'hui dans la manière dont est pensée l'éducation nationale, c'est que comme on a effectivement des zones d'éducation prioritaires, parfois à juste titre, comme vous investissez beaucoup d'argent sur ces zones-là, effectivement certains autres établissements
sont un peu délaissés en termes d'investissement public. Le fait étant qu'aujourd'hui, en France, vous l'avez dit tout à l'heure, la délinquance a tendance à s'étaler d'un point de vue géographique et à toucher des zones périphériques et zones rurales qu'elle ne touchait pas auparavant. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, se pose la question de l'allocation des ressources des ressources budgétaires de l'État sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il y a un autre problème, me semble-t-il quand même, c'est que la délinquance touche, et notamment l'ultra-violence, donc les actes les plus violents, touche de plus en plus une petite partie de la jeunesse et de manière plus importante qu'avant. Et ça, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quand même un sujet sur la question de l'impunité pour en tout cas supposée ou réelle du point de vue de ces jeunes. Et donc face à l'impunité, c'est pour cela aussi, si je prends des sondages qui sont régulièrement faits sur la question de l'opinion des Français sur la justice des mineurs, beaucoup veulent lever l'excuse de minorité par principe et en faire une exception, parce qu'à plus de 65% selon un dernier sondage, parce qu'aujourd'hui, vous avez des choses qui sont inqualifiables et incompréhensibles du point de vue de la majorité. Est-ce que cette question de l'excuse de minorité risque effectivement de revenir au devant du débat ? Oui, elle était déjà à l'ordre du jour du débat, souvenez-vous, l'année dernière, en 2025, à l'occasion de la loi qui avait porté, la proposition de loi qui a été rédigée par Gabriel Attal, avec cette loi sur la justice des mineurs, où il y avait effectivement une partie du texte qu'avait proposé Gabriel Attal consistait à reprendre de fond en comble une partie de l'ordonnance de 1945, considérant qu'un mineur en 2025 n'est pas un équivalent d'un mineur en 1945, et que les dynamiques de société dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire augmentation d'une violence plus extrême et plus radicale chez une partie des mineurs qui n'existait peut-être pas, ou en tout cas de manière moins importante en 1945, expliquerait pourquoi il faudrait changer le droit. C'est-à-dire avec l'idée que lorsque la société évolue, il faut que le droit s'adapte aux évolutions de la société. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il y avait eu plusieurs sondages qui avaient été faits, et notamment un sondage de l'IFOP qui disait que 65% des Français considéraient qu'il fallait revoir l'excuse de minorité, parce que justement, ils étaient d'accord avec cette idée qu'un mineur de 1945 n'est pas un mineur de maintenant. Ensuite, après, ça c'est pour le volet répressif, il y a aussi un angle mort qui me paraît essentiel, c'est la question de l'aide sociale à l'enfance. Et de cette politique publique qui est de l'avis de beaucoup d'experts dans un état très très difficile, notamment d'un point de vue budgétaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on dépense 11 milliards d'euros, les départements, c'est une compétence du département, on dépense 11 milliards d'euros par an pour l'aide sociale à l'enfance. En Allemagne, c'est 62 milliards d'euros par an, donc un budget 6 fois plus important. Alors est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de violence chez les mineurs en Allemagne ? Bien sûr que si, mais ça donne quand même un indicateur aujourd'hui du traitement qu'a une partie de la jeunesse, une partie de l'enfance de notre pays par rapport à d'autres pays européens qui ont à peu près le même modèle de société que Jordan Bardella a réagi. Sans nul doute, les réactions politiques vont avoir lieu dans les minutes, les heures qui viennent. Est-ce que cette question de l'excuse de minorité risque effectivement de revenir au devant du débat ? Oui, elle était déjà à l'ordre du jour du débat, souvenez-vous, l'année dernière, en 2025, à l'occasion de la loi qui avait porté, la proposition de loi qui a été rédigée par Gabriel Attal, avec cette loi sur la justice des mineurs, où il y avait effectivement une partie du texte qu'avait proposé Gabriel Attal consistait à reprendre de fond en comble une partie de l'ordonnance de 1945, considérant qu'un mineur en 2025 n'est pas un équivalent d'un mineur en 1945, et que les dynamiques de société dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire augmentation d'une violence plus extrême et plus radicale chez une partie des mineurs qui n'existait peut-être pas, ou en tout cas de manière moins importante en 1945, expliquerait pourquoi il faudrait changer le droit. C'est-à-dire avec l'idée que lorsque la société évolue, il faut que le droit s'adapte aux évolutions de la société. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs sondages qui avaient été faits, et notamment un sondage de l'IFOP qui disait que 65% des Français considéraient qu'il fallait revoir l'excuse de minorité, parce que justement, ils étaient d'accord avec cette idée qu'un mineur de 1945 n'est pas un mineur de maintenant. Ensuite, après, ça c'est pour le volet répressif, il y a aussi un angle mort qui me paraît essentiel, c'est la question de l'aide sociale à l'enfance. Et de cette politique publique qui est de l'avis de beaucoup d'experts dans un état très très difficile, notamment d'un point de vue budgétaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on dépense 11 milliards d'euros, les départements, c'est une compétence du département, on dépense 11 milliards d'euros par an pour l'aide sociale à l'enfance. En Allemagne, c'est 62 milliards d'euros par an, donc un budget 6 fois plus important. Alors est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de violence chez les mineurs en Allemagne ? Bien sûr que si, mais ça donne quand même un indicateur
aujourd'hui du traitement qu'a une partie de la jeunesse, une partie de l'enfance de notre pays par rapport à d'autres pays européens qui ont à peu près le même modèle de société que nous. Yael Gauze, pour en revenir à cette excuse de minorité et ce projet cette proposition de loi de Gabriel Attal sur faire évoluer les textes, est-ce que c'est une discussion qui doit avoir lieu et peut-être qui aura lieu pendant la prochaine campagne sur ce que c'est qu'un mineur aujourd'hui ?